Bonjour à tous. Mon nom est Tao Kiri. Je vais être votre hôte pour ce webinaire sur la culture, comment créer une culture d'entreprise. Tout d'abord, c'est un enregistrement, mais je vais m'adresser à ceux qui ont été présents durant la session du 14 octobre dernier. Malheureusement, on a eu des problèmes techniques. On a dû arrêter la séance. Au nom de moi-même et aussi de Intuit Canada, je voulais juste vous remercier pour votre patience et espérons que vous avez pu obtenir cet enregistrement-là sans difficulté. Pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'étaient pas présents, vous allez évidemment pouvoir profiter de cet enregistrement euh, sans problème. Je vais faire une petite présentation de moi-même avant de continuer. Mon nom est Tao Guéry. Ça fait 12 ans que je suis en affaires, dont 7 années que je suis, que je suis propriétaire de ma firme de comptabilité. Sauf qu'aujourd'hui, je fais plus de services classiques de comptabilité. Je fais beaucoup dans l'automatisation des processus. Je connecte les systèmes avec la comptabilité, notamment le commerce en ligne, les tableaux de bord, les solutions de paiement, les solutions pour payer les salaires, etc. Donc, tout ce qui est sur le répertoire d'applications de QuickBooks ou de n'importe quel autre logiciel, ma firme se spécialise dans la connexion. Donc, on aide des clients, mais aussi d'autres firmes comptables à y arriver parce que, en bref, on se connaît en technologie et en comptabilité. Alors, assez parlé de moi, on va débuter. Alors aujourd'hui, pour la culture d'entreprise, puis comment implémenter une culture d'entreprise dans votre organisation, on a un petit menu simple. On va commencer par regarder la réalité avant et maintenant, en plus de la définition d'une culture d'entreprise. Euh, on va voir comment l'implémenter, donc au-delà du virtuel, comment on fait pour l'implémenter. Et ensuite, comment le traduire en programme davantage pertinent pour vos employés. Parce qu'évidemment, on a une culture, mais il faut traduire ça en gestes. On va regarder ça ensemble. Et finalement, on va parler aussi de la dématérialisation et comment garder votre équipe impliquée. Donc, au-delà de proposer des avantages, on va parler des milieux de travail qui ont changé, notamment avec la pandémie. Alors, commençons. Avant de débuter, on va regarder la définition d'une culture organisationnelle. Euh, la culture organisationnelle, ça se décrit généralement comme l'ensemble des croyances, des valeurs et des attitudes d'une entreprise et comment celle-ci influence le comportement des employés. Donc, vous avez compris, c'est tout ce qui compose le non, c'est pas nécessairement du tangible, c'est des choses qui sont un peu plus subtiles. Puis toutes ces choses-là font en sorte que ça va avoir une influence sur les gens autour de votre organisation. Donc, directement, ça va être les employés, mais c'est aussi pour vos clients et vos fournisseurs. Ils vont aussi être affectés par votre culture organisationnelle. Donc, c'est important de le dire, culture organisationnelle et culture d'entreprise, c'est un synonyme. OK? C'est la même chose. Donc, essentiellement, la culture, bon, ça régit habituellement des aspects comme la conception de l'espace de travail et les avantages sociaux. Comme je disais tantôt, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose de tangible. C'est pas tant votre bureau qui est important, c'est comment il est agencé, comment il est disponible, dans quelle région, à quel moment, etc. Et évidemment, on a parlé des avantages sociaux, ça va être justement une des choses que je vais discuter un peu plus tard. Mais aussi vous donner des pistes pour vous donner des idées, parce que quand on pense avantages sociaux, on pense souvent à fonds de pension puis les régimes de santé. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Puis ça dépend aussi de votre organisation. Donc, pour vous donner un peu un exemple, avant la pandémie, on mettait beaucoup l'emphase sur les structures, la hiérarchie, les bureaux, l'avancement, les codes vestimentaires, l'historique de l'entreprise. Pourquoi l'historique de l'entreprise? Parce qu'une entreprise qui était là depuis longtemps, ça avait une influence sur les gens, à savoir, bon, ça fait longtemps qu'on est là, on va être là encore. Maintenant, c'est plus vraiment la réalité. On a beaucoup de gros joueurs qui annoncent qu'ils se mettent à l'abri de leurs créanciers, qui sont sur le bord de la faillite. Et on a par contre plein de gens qui se retrouvent à la maison, qui décident de se lancer en affaires et qui décident de proposer quelque chose de nouveau. Donc,
les petits joueurs sont en train de prendre beaucoup plus de place qu'ils pouvaient prendre auparavant parce que le talon d'Achille des plus gros joueurs, c'est qu'ils ont des tours de bureaux, des loyers commerciaux imposants. Donc, on a vu que tout ça, ça les affecte et que ça peut, comme dans certains cas, les faire tomber. Alors, je prends juste l'exemple de Dynamite, Garage, ces grandes boutiques. Ben, ils sont plus fréquentés vraiment comme avant à cause de la pandémie, mais aussi ils sont plombés dans leurs finances par leurs loyers commerciaux. Fait que vous voyez, ça n'a plus le même prestige qu'avant. Maintenant, les gens commandent en ligne, etc. Donc, il y a plus d'ouverture pour les petits joueurs. Bref, c'est pas un cours sur les opportunités commerciales, c'est beaucoup plus pour vous expliquer que l'historique a plus d'importance comme avant. Les méthodes de travail en équipe, bien évidemment, beaucoup d'entreprises faisaient en sorte que tout était orienté sur le travail en équipe physiquement. Alors là, ça a un peu changé. Puis au niveau du contexte culturel et géographique, il ne faut pas oublier qu'une entreprise, des fois, va aller vraiment s'installer dans certains centres-villes pour attirer des talents. Mais là, maintenant, les talents sont retournés soit chez eux, soit ils ont déménagé pour aller en région, pour retourner en famille. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais en réalité, les gens ne sont plus dans les centres-villes. Les centres-villes sont désertés. On l'a vu récemment, Montréal, 95% de l'affluence a disparu. Alors, ça, c'est vraiment très, très, très majeur. Il faut garder ça en tête. Alors, c'est ça. Présentement, ben, les espaces et les lieux communs ont été délaissés, c'est ce que je viens de dire. Puis, qu'est-ce qui reste? Ben, au final, les gens, qu'est-ce qui les intéresse? C'est l'espoir de gagner leur croûte. C'est ça qui est important parce qu'il y a beaucoup de sécurité, beaucoup d'inconnus avec la pandémie. Et un jour, regagner le bureau puis reprendre la vie normale. C'est certain qu'on voit déjà des publicités de l'Ordre des comptables, par exemple, qui dit êtes-vous prêt pour le retour à la normale? Non pas la normale, mais la normale. L apostrophe, dans le sens que le nouveau normal n'est plus normal, puis ça va rester comme ça. C'est vrai. Alors, c'est certain que les gens vont rechercher beaucoup de choses par rapport à l'adaptation. Donc, ils vont regarder pour des entreprises qui s'adaptent. Donc, on l'a vu dans les premiers jours de la pandémie, il y a certaines entreprises qui ont tout de suite pris le temps de communiquer avec leurs employés pour dire, regardez, on va faire ceci, cela, ça, c'est notre plan. Puis ça, je vais en parler un peu plus en détail dans la prochaine section. C'est des choses que vous devez regarder au-delà du programme d'avantages sociaux puis puis de la rémunération. C'est pas ça le plus important de l'atelier aujourd'hui. C'est vraiment d'aller vers autre chose. Alors, c'est certain que, évidemment, les gens veulent qu'on prenne soin d'eux autres. C'est vraiment ça le focus en ce moment. On veut plus que les entreprises prennent soin nécessairement de l'établissement où ils sont, du prestige, des choses comme ça, parce que, regardez, même les banques, les gens qui s'occupent des comptes bancaires sont rendus à la maison. Alors, c'est certain que ça change un peu l'image. Alors, au-delà du virtuel, comment qu'on fait pour établir sa culture d'entreprise? Ben, il y a comme un peu trois éléments à savoir. Donc, la première chose, c'est que pour établir votre culture, c'est que vous devez partir avec l'idée que peu importe si vous êtes dans le même domaine que d'autres compétiteurs de mêmes entreprises, puis que vous faites exactement la même chose de la même manière, c'est pas important parce que votre culture va faire en sorte que c'est différent. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de fournisseurs Internet. OK? Donc, c'est certain que moi, je vais prendre l'exemple d'un fournisseur Internet qui est basé ici à Québec. Vous avez un fournisseur que vous connaissez probablement tous, Vidéotron, qui fait les choses d'une certaine manière, un autre qui s'appelle Bell, qui fait les choses d'une certaine manière. Mais là, maintenant, les gens veulent un peu plus de communication rapide, ils ne veulent pas passer leur temps au téléphone, il y a des gens qui veulent économiser, des choses comme ça. Donc, je prends une compagnie comme Oxio. Eux autres, ben, essentiellement, leur culture, ça a été de créer quelque chose de très, très simplifié. Puis ça se prouve par la façon dont leurs employés travaillent, mais aussi que les clients perçoivent la compagnie. J'explique. Comme par exemple, eux autres, il n'y a pas de ligne téléphonique pour avoir du support. En réalité, comment ça fonctionne, c'est que toutes les communications sont faites par un texto et on peut texter la compagnie directement. Donc, déjà, le concept d'attente au téléphone n'est plus là, de centre d'appel pour les employés n'est plus là. Alors, on a des employés qui vont texter et ça va se limiter à un texto, puis ça revient à être un support qui est efficace.
Alors, c'est une culture. Même si ils font la même chose que Vidéotron ou même des plus petits joueurs comme Oricom ou Electronic Box, c'est pas important. Eux autres ont choisi que leur culture d'entreprise, c'est que ça serait simplifié pour tout le monde, que ça soit abordable et simplifié. Donc, c'est ça. Il faut établir sa culture. Donc là, après ça, évidemment, il faut savoir s'arrêter. Si je continue avec l'exemple d'Oxio, ben, regardez par exemple, eux, ils proposent quelque chose qui est simplifié, qui est avec des textos pour donner le support technique. Ben, c'est certain qu'il faut faire attention parce que nos employés, à ce moment-là, sont rendus à la maison. Ils sont rendus à travailler de chez eux. Donc, c'est certain qu'il faut faire attention. Comme par exemple, pour les textos, il faut se limiter à ne pas dire, admettons, à ses employés, ben, tu vas texter à partir de ton téléphone personnel. Pourquoi? Parce qu'on rentre déjà beaucoup comme employeur dans les domiciles des gens, parce que là, maintenant, on a la légitimité avec la COVID, mais il faut savoir se limiter, surtout au niveau des horaires, etc. Il ne faut pas oublier que des fois, nos employés sont rendus avec leurs enfants à la maison, quand il y a des reconfinements, ils sont coincés à la maison. Donc, il faut commencer à penser où est-ce qu'il faut s'arrêter, parce qu'il ne faut pas être non plus trop. Il ne faut pas que la culture d'entreprise vienne empiéter. Fait que là, ça, c'est un bel exemple avec ce qui se passe en ce moment, mais au-delà de ça, tantôt, je parlais des codes vestimentaires. C'est certain que si on demande à tout le monde de venir en complet, bon, ça, c'est une chose, mais si on demande à tout le monde de venir en complet, avec des complets qui sont hors de prix, ben, c'est certain que là, ça va trop loin. Donc, pour un cabinet d'avocats, aller, mettons, dans des choses comme ça pourrait être mauvais comme culture d'entreprise. Ça pourrait faire en sorte que la culture d'entreprise se transforme en mauvaise réputation. On ne veut pas aller là. Donc, c'est important de savoir où jouer dans les limites parce qu'évidemment, on va être dans la vie de nos employés, mais il ne faut pas oublier que les employés ont une vie. C'est important de garder ça en tête. Puis finalement, ça, je vais un peu aborder tantôt, mais le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, c'est quoi? C'est pas votre plan d'affaires. C'est essentiellement une façon de communiquer la direction de l'entreprise, pourquoi qu'on le fait, comment qu'on va le faire, puis, puis pourquoi qu'on veut s'imposer comme un joueur qui veut faire ça de cette façon-là. Donc, c'est important de communiquer ça parce que c'est pas quelque chose que vous communiquez à chaque mois ou peu importe. Je vais vous donner un exemple. Il y a une compagnie que vous connaissez tous, Tesla. Eux autres, il y avait un plan maître, le master plan. C'est un communiqué qui a été fait deux fois en 10 ans, pour vous donner une idée. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Essentiellement, on a le master plan partie 2 qui est ici. Alors, c'est certain que euh, au niveau du master plan, on voit ici que essentiellement il y a beaucoup d'informations qui expliquent les véhicules qui allaient être mis en service, pourquoi ils voulaient créer ce type de véhicule, c'était quoi les étapes, qu'est-ce que ça allait permettre de proposer. Et essentiellement, ben, c'est certain que c'est une belle façon, une belle vitrine pour montrer que euh, ils voulaient se rendre d'un point A à un point B, puis leurs employés pouvaient être rassemblés autour de ça. Donc voilà, je m'excuse, je voulais juste m'assurer que l'enregistrement affichait mon écran avant de continuer. C'est pour ça que j'étais peut-être un peu déstabilisé pendant une minute. Mais bref, tout ça pour dire que ça, c'est une façon de communiquer à ses employés. OK? Le projet d'entreprise. Donc, c'est exactement à ça que ça sert. Et voilà, donc finalement, ça a été bien fait. Et, euh, et les gens savaient où est-ce qu'ils s'en allaient chez Tesla. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens que malgré qu'il y avait des conflits de travail, etc., sont restés parce qu'ils croyaient en l'entreprise. Puis il y en a qui se sont joints à l'entreprise parce qu'ils croyaient en l'entreprise puis à leurs objectifs. Donc, voilà. Fait au-delà de la rémunération puis des avantages sociaux, il faut croire à la mission. Puis la mission, c'est une ou deux phrases pour mentionner tout ce que vous voulez faire avec votre entreprise. Puis ça, on va le regarder un peu plus en détail. Donc, si on regarde une mission, on va regarder une mission, mais on va le regarder en geste concret, qu'est-ce que ça donne. Je vais prendre un exemple. Bon, une étude de cas. Comme par exemple Ashton. Ashton, c'est une chaîne de casse-croûte qui existe à Québec.
Pourquoi j'en parle? C'est pas nécessairement pour leur nourriture, c'est que si on regarde sur leur site Internet, bon, évidemment, il y a ci et ça, mais vous voyez, ici, sur le site Internet de chez Ashton, directement à gauche, on voit qui nous sommes. Fait que là, ça commence à parler du parcours, puis juste à côté, on parle des carrières, on parle de l'accomplissement. Fait que vous voyez ici, ça dit une histoire de fashion. Tout a commencé par un rêve, une roulade de patates frites. Aujourd'hui, c'est 23 succursales qui vous servent la meilleure poutine et menus entièrement fait maison, frais du jour. Bon, ça, c'est leur mission. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils font. C'est leur historique. Très, 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 très simple. Et juste à côté, vous avez faire carrière. L'accomplissement, le bien-être de l'équipe fait partie intégrante de notre succès. Joignez-vous aux plus de 600 employés qui peuvent en témoigner. Donc, eux, ils mentionnent qu'essentiellement, ils ont commencé en 69 et qui sont rendus à 23 succursales. Puis juste à côté, ils disent au niveau des carrières, euh, on a une équipe on a 600 employés et puis que le bien-être de l'équipe fait partie de notre succès. Ben moi, je peux en témoigner parce que j'ai longtemps travaillé en restauration pour mon père qui avait un restaurant, puis mon père avait de la difficulté à embaucher. Et en face, on avait une succursale de Ashton qui n'avait aucune difficulté à embaucher. Puis on se demandait pourquoi. En tout cas, moi, je me suis demandé pourquoi. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que chez Ashton, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils ont regardé c'est qui le profil de la majorité de leurs employés, et c'était souvent des étudiants. Alors là, on se demandait ben, comment ils font pour embaucher puis garder des étudiants chez eux. Ben, c'est simple. Ils se sont collés à leur bien-être et se sont demandé qu'est-ce qui ferait notre succès, c'est d'avoir des gens qui sont heureux, puis comment qu'on va les rendre heureux? Ben, on va regarder c'est qui ces gens-là qui travaillent pour nous. Vu que c'est des étudiants, ben, ils se sont dit, ben, qu'est-ce qui ferait leur bonheur? Ça serait probablement de payer leurs études. Donc, ils ont mis en place un programme pour payer les études à la fin de chacune des sessions. Donc, eux, ils s'assuraient de garder des employés au moins, au moins pour 3-4 mois. Mettons, un employé commençait en septembre au début de la session du cégep ou de l'université. Ben, il allait au moins rester jusqu'à Noël pour être en mesure d'avoir son chèque pour le remboursement d'études. Donc, le roulement d'employés est diminué par rapport aux autres à la restauration. Comme par exemple, chez mon père, ben, on avait des employés qui pouvaient commencer puis quitter au bout de même pas un mois. Donc, ça devient toujours compliqué parce qu'il faut reformer tout ça, puis on est moins efficace à ce moment-là. Mais c'est la même affaire au niveau d'eux autres. Ils ont eu du succès, ils ont été capables d'exploser jusqu'à 23 succursales et plus. Alors, c'est une des raisons. Ils ne publicisent pas directement sur le site Internet, mais de se concentrer au bien-être de l'équipe, puis leur équipe s'était composée surtout d'étudiants, ça a été une façon pour eux de prendre de l'expansion. Donc ça, c'est une étude de cas. Évidemment, il y en a d'autres. Je vais parler maintenant de Dialogue. Dialogue, c'est une compagnie qui fait de la télémédecine. Si on va sur leur site Internet, ben, tout de suite, ça nous dit ben, à propos de nous, comment que ça a commencé. Donc, ils parlent de qu'est-ce qu'ils veulent faire, de leur équipe, de l'historique qui a commencé en 2016, de leurs investisseurs, etc. Ça, c'est plus ou moins important. Mais en gros, on voit que l'historique est vraiment important. On explique d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, essentiellement, on le voit ici, ça dit nous sommes fiers d'être l'une des entreprises leaders en télémédecine au monde, le plus grand fournisseur au Canada. Ils sont rapidement arrivés vers là. Nous croyons que personne ne devrait faire des compromis sur la qualité des soins de santé, etc. Et l'affaire, c'est que eux autres, quand on va dans la section carrière, ben, ils veulent promouvoir le fait d'avoir un impact dans la vie des gens dès aujourd'hui parce que on veut amener la médecine chez les gens. Donc là, après ça, on commence à expliquer pourquoi dialogue. Puis vous voyez ici, c'est marqué notre culture. Notre culture est plus qu'une liste de valeurs écrites sur un mur. C'est vrai, c'est plus que ça. C'est ce que nous sommes, ce que nous représentons, c'est comment nous vivons chaque jour, comment nous atteignons l'excellence en tant qu'équipe. Donc évidemment, si on promouvoit la télémédecine chez Dialogue, il faut se traduire ça en gestes concrets pour notre équipe. Alors, ça dit tout de suite après, nous avons votre bien-être à cœur. Nous accordons la priorité à la qualité et la sécurité de l'empathie dans chacune des interactions entre les membres. Donc, ils font très attention au niveau des interactions en équipe. Donc, vous voyez, ce n'est pas nécessairement des avantages sociaux, c'est aussi regarder comment les gens interagissent ensemble. On peut regarder d'autres choses qu'ils mentionnent. Puis, évidemment, bon, la reconnaissance sur les clients, nous visons l'excellence, nous sommes chaque leton. En gros, c'est des gens qui collaborent énormément ensemble parce que je connais quelqu'un qui travaille chez Dialogue. Et essentiellement, les gens travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup en collaboration. Puis même s'ils sont tous à distance parce que c'est du télétravail, ils se sont organisés pour qu'il y ait quand même des connexions. Les gens sont amis en réalité
quand ils travaillent chez Dialogue, même s'ils travaillent de leur salon. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur mission d'entreprise, de leur culture organisationnelle, et ça se traduit en des outils, des façons, des procédés d'utiliser ces outils-là pour collaborer. Alors, ce que je viens de mentionner est très important parce que, veut pas, on est tous rendus dans une dématérialisation. Même le restaurant qui fait de la nourriture encore en temps de pandémie doit dématérialiser sa salle à manger, par exemple, pour respecter les normes sanitaires. Mais qu'est-ce que ça implique quand on dématérialise puis qu'on devient beaucoup plus, c'est ça, dématérialisé. Puis comment qu'on fait pour impliquer tout le monde? Puis quand je dis tout le monde, c'est pas juste aux employés. Nos employés, on veut les retenir, mais on veut aussi euh, créer une culture d'entreprise qui va aussi incorporer tout le monde puis garder tout le monde impliqué. Mais je vais vous donner un exemple. Comme un outil de collaboration. OK? Donc, admettons, moi j'ai un restaurant, là j'ai des nouvelles normes sanitaires, puis je veux donner un très bon service. OK? Alors là, moi je décide que je veux rester ouvert, donc je vais prendre les commandes virtuelles là, par Skip the Dishes, Uber Eats, Foodora, en tout cas toutes ces compagnies-là qui proposent des équipes virtuelles qu'on voit seulement quand ils rentrent dans le magasin pour chercher la nourriture, etc. Ben, à ce moment-là, on veut donner un bon service. Donc, c'est pas juste avec, évidemment, on veut faire de la bonne nourriture, on veut que nos clients le reçoivent, mais une façon de garder un bon contact, c'est avec les gens qui viennent chercher ces nourritures-là. Donc, quand ils viennent, c'est de vraiment s'assurer qu'il y ait leur commande à temps pour pas qu'ils soient mécontents puis qu'ils viennent faire qu'ils trouvent que ça se passe bien parce qu'évidemment, par exemple, les équipes virtuelles notent les fournisseurs, donc on va être un bon fournisseur. Si on est un bon fournisseur, puis en plus on est un bon restaurant pour nos clients, mais ça fait en sorte qu'il y a un bon roulement, il y a une bonne ambiance, puis évidemment, il va y avoir beaucoup de plaisir à l'interne. Donc ça, c'est un peu, là, j'en reviens un peu pour des entreprises plus de services. Ben, si vous mettez des outils de collaboration, c'est bien facile de mettre du Zoom puis des emails, mais utilisez des outils de collaboration qui vont vous permettre de justement créer des équipes virtuelles, de créer des espèces d'appartenance, comme par exemple l'utilisation de Slack, Teams, ça, c'est des outils où est-ce que les gens peuvent commencer à s'écrire en dehors du travail, là. On peut créer des canaux où est-ce que les gens mettent des photos de leur chien, de leur chat, par exemple, le vendredi, puis on commence à discuter un peu de tout et de rien. C'est vraiment important parce que les gens, avant, quand ils étaient dans le milieu de travail, on prend toujours des pauses pour faire des blagues, on prend toujours des pauses pour raconter des anecdotes, qu'est-ce qu'on a fait pendant le week-end, qu'est-ce que nos enfants ont dit, ont fait. C'est que ça permet justement de créer une certaine appartenance. On n'est pas juste fait pour travailler, on est un animal social, l'être humain, puis c'est important de focuser là-dessus. Donc, si on a des bons outils de collaboration, ben, on essaie de créer des équipes virtuelles puis d'embarquer notre culture d'entreprise pour qui aille justement cet entrain-là. Puis quand je parlais de dialogue, c'est un bel exemple parce que eux autres, justement, ils ont concocté leurs équipes de façon à ce que les gens y aient un match. Fait que c'est pas juste une question d'embaucher des gens, c'est aussi que c'est des gens qui peuvent communiquer ensemble puis se comprendre. Donc, on va essayer de prendre des gens à peu près du même âge, des choses comme ça, puis de faire des équipes. Puis, généralement, ces gens-là parlent par eux-mêmes, ils s'envoient des memes, des gifs animés, des emojis en communiquant, et donc ils ont du plaisir. Et c'est ça qui est important. Donc, si les gens sont contents d'être chez vous, il faut que ça fasse partie de votre culture organisationnelle. À partir de là, partez vers d'autres éléments comme par exemple l'excellence, l'adaptabilité. Puis l'adaptabilité, c'est qu'est-ce que les gens recherchent. Donc, si vos outils de collaboration ne sont pas très bons, vous ne pourrez pas faire d'équipe virtuelle, puis il n'y aura pas nécessairement de plaisir parce que les gens vont tellement se concentrer à essayer de collaborer parce que vous n'avez pas les bons outils. Donc, pensez-y bien. Qu'est-ce que vous utilisez au travail, day to day, là, de façon quotidienne? Ça a un énorme impact, beaucoup plus que vous pouvez le croire. Donc, si vous êtes encore sur du Outlook, puis il n'y a pas vraiment de collaboration, puis il faut que quelqu'un s'en aide du fichier Excel pour travailler, pour laisser l'autre travailler, ça crée des frustrations. Donc, si vous visez l'excellence, vous visez la bonne humeur, le plaisir, c'est des choses que vous devez regarder. Une autre chose que je veux parler au niveau des avantages sociaux, mais regardez qu'est-ce qui est disponible. Magasinez, ça vaut la peine. Magasinez-le comme si c'était pour vous. Essayez de voir si vous voulez vous prendre
qu'est-ce que vous avez besoin pour vous-même, imaginez pour une famille, ou si vous ne le savez pas, parlez avec vos membres, faites des sondages, demandez qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Est-ce qu'ils veulent avoir les soins dentaires, etc. Faites un sondage, puis vous allez savoir. Donc, parlez à vos gens pour savoir comment vous pouvez mettre en place quelque chose qui va répondre à leurs besoins. C'est ça, créer une culture d'organisation, c'est-à-dire que du moment que vous faites un sondage, vous vous intéressez à vos gens. Donc, vous créez votre culture d'entreprise puis d'organisation sans réellement le savoir, juste en faisant des petits gestes concrets comme ça, qui amènent vers des gestes encore plus concrets puis beaucoup plus gros. Alors, c'est comme ça. Donc, pensez comment vous pouvez garder vos employés et aussi, sans être intrusif, pensez au fait qu'on est tous en confinement, puis pensez à des façons je sais pas moi, de sortir les gens du confinement, comme par exemple, sans créer de rassemblement, vous pourriez tout simplement, euh, mettons que vous faites une recherche pour vous-même à savoir, comme, mettons le week-end, vous voulez savoir où est-ce que je peux aller pour me changer les idées. Ben, faites une liste puis partagez-la avec vos employés. Ça coûte rien. Mais ça montre que leur bien-être, ça les intéresse, puis ils pourront y aller ou ne pas y aller, vous rencontrer ou ne pas vous rencontrer par hasard. Évidemment, on ne fait pas de rassemblement, mais vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir. C'est que c'est pas nécessairement quelque chose qui coûte de l'argent, c'est des attentions, c'est des petites choses comme ça. Donc, c'est certain que là, bon, il n'y a pas moyen de poser vraiment des questions, mais si jamais vous avez des questions vraiment plus précises sur la culture d'entreprise, moi, je vous invite fortement à aller consulter des ressources comme la BDC, qui en parle beaucoup. Il y a énormément de publications sur le sujet en tout cas, des valeurs, de la culture organisationnelle, des choses comme ça. Vous pouvez trouver de l'information là. Sinon, il y a d'autres ressources comme l'École des entrepreneurs. Il y a des ateliers qui donnent à ce sujet sur la culture organisationnelle. Il faut le surveiller. Mais n'oubliez pas que si vous faites partie d'une grande organisation ou d'une moyenne organisation, vous pouvez toujours trouver des formations qui sont financées par Emploi Québec, notamment dans les départements de formation continue dans les établissements postsecondaires. Il y a des gens qui sont experts là-dedans qui peuvent vous donner un peu plus de détails à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui se sont inscrits à ce cours-là. C'est certain que il n'y a pas vraiment de procédé, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus vous allez faire des gestes, plus il y a quelque chose qui va se faire. OK? Donc, n'hésitez pas à commencer tout petit avec n'importe quoi qui vous frappe à la tête. Pensez au bien-être de vos employés, puis c'est sûr que vous allez les garder quand ils vont voir que vous vous intéressez pas juste au travail et à la performance, mais à leur bien-être. Puis là, ces gens-là vont vous donner de la performance et de l'efficacité. Alors, pour terminer, il y a aussi la tournée Soyez branchés que vous pouvez suivre ici. Donc, vous pouvez voir le lien. Il y a d'autres ateliers que je vais donner ou que notamment Ricky Doyon va donner. Donc, on va continuer à ajouter des ateliers. Ça va nous faire plaisir. On adore parler de plusieurs sujets qui touchent nos entreprises, vos entreprises, puis de partager ce sujet. Merci et je vous souhaite une très belle journée.